Il y a 5 ans, j'ai dit à ma thérapeute, je me sens plus en sécurité quand je fais tout toute seule. Elle m'a même pas demandé pourquoi, elle m'a juste dit, c'est pas de l'indépendance, c'est du chagrin. Et rien que ces quelques mots, ça a tout changé. Cet après-midi-là, assise dans le fauteuil confortable de son cabinet, j'ai vraiment senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de moi. Parce que c'est du chagrin, on est d'accord. Le chagrin de toutes les fois où t'as demandé de l'aide et personne n'est venu. Le chagrin d'avoir été l'enfant qui devait tout porter pendant qu'il y a tout qui s'effondrait autour de lui. Le chagrin de réaliser beaucoup trop jeune que personne allait venir te sauver et que t'allais devoir te débrouiller toute seule. C'est pour ça que selon moi, t'as pas choisi d'être forte, t'as été obligée. Parce que craquer, c'était pas safe, pleurer ne changeait rien, et avoir besoin des autres ne menait qu'à la déception, à la culpabilité ou peut-être à des reproches. Du coup, t'as grandi surpréparé. Tu traverses la vie avec des plans B pour tes plans B. Tu vérifies toujours 2 fois que la porte soit fermée, que t'aies bien écrit le message, qu'il soit bien tourné, formulé de la bonne manière, que tes émotions soient pas trop, que tu dises la bonne chose. T'es en mode c'est bon, je gère. Même quand à l'intérieur t'as l'impression de t'effondrer. Les gens sont en mode ah mais t'es tellement fort, t'es super indépendante, j'admire ton courage. Mais ils voient pas la version de toi qui rêve secrètement de pouvoir se laisser fondre dans les bras de quelqu'un et d'être vraiment vu, écouté, entendu. Pour de vrai cette fois. Ce jour-là dans le cabinet de ma thérapeute, j'ai compris que mon hyper-indépendance et cette armure, cette image un petit peu de femme forte, c'était pas juste ma force, c'était une armure justement. Comme un chevalier qui porte une armure pour se protéger, pour se défendre parce que il a pas le choix, parce que sinon il risque d'être blessé. Et cette armure, elle me coûtait exactement ce que je voulais le plus au monde, c'est-à-dire des relations dans lesquelles je me sens vraiment vue, vraiment entendue, vraiment chouchoutée et comprise. Et aujourd'hui, mes relations justement sont passées d'être le pire aspect de ma vie au meilleur. Je me laisse guider, je me sens chouchoutée. Et évidemment, on est d'accord, j'ai toujours autant d'indépendance, d'ambition. Sauf que maintenant, j'ai plus besoin de tout porter seule pour me sentir en sécurité. Je me sens en sécurité de base, et si je dois faire les choses seule ou que j'ai envie de le faire, je le fais, et je peux le faire évidemment. Mais si j'ai envie ou besoin d'aide, je peux l'accepter. Et je te promets que ça change tout. Et que ça fait tellement du bien de réaliser que même si jusqu'à maintenant t'as dû te débrouiller toute seule, à présent t'as le droit de pouvoir compter sur d'autres personnes. Tu peux le faire, tu peux même te reposer sur certaines d'entre elles quand t'en as besoin, et t'as plus besoin de cette armure pour te protéger. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi on en arrive là, le mécanisme justement derrière cette hyper-indépendance, derrière le fait de ne vouloir compter sur personne, se reposer sur personne, se débrouiller toujours seul. Et qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à changer un petit peu ça? Et petit à petit, justement, créer la qualité de relation déjà avec toi-même que tu as envie, plutôt que d'être tellement dur avec toi-même, tellement sévère, mais aussi avec les autres personnes autour de toi. Si tu t'es reconnu dans l'histoire que je viens de te raconter, reste bien jusqu'à la fin, parce que cette vidéo peut être celle qui change la trajectoire de tes relations, mais aussi de la façon dont tu te sens, parce que je sais très bien que c'est pas simple de tout porter seul, que le poids sur tes épaules commence à se faire très lourd, et peut-être même que tu te sens complètement épuisé. Donc reste bien jusqu'à la fin pour que je te donne les 3 éléments que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour voir les choses évoluer petit à petit. Avant tout, si t'es là, je tiens à te féliciter parce que c'est pas simple du tout. C'est même extrêmement difficile de se mettre face à ça. Peut-être que ça peut faire ressortir des choses, je tiens à le dire. Peut-être que tu vas ressentir de la tristesse, une certaine émotion, peut-être même l'envie de pleurer. Si c'est le cas, sache que c'est normal. Si c'est trop à tout moment, tu peux mettre la vidéo sur pause et peut-être pour une fois t'autoriser à ressentir ce que tu ressens, en sachant que c'est normal et c'est totalement compréhensible. Donc pourquoi est-ce que finalement on en arrive là, avec une telle armure, avec cette telle hyper indépendance, souvent qui va avec le fait de ne faire confiance à personne? Ce que j'observe très souvent, c'est des femmes, des personnes qui ont vécu de la négligence lorsqu'ils étaient enfants. C'est-à-dire que soit les caregivers, donc caregiver c'est soit le parent, soit la personne qui était responsable de prendre soin de l'enfant, n'étaient soit pas assez présents, soit étaient présents mais étaient tellement occupés, ou alors peut-être eux-mêmes traumatisés dans certains cas, qui ne pouvaient pas apporter l'attention dont un enfant a besoin, et je dis bien a besoin. Donc une dynamique s'est créée où l'enfant a été obligé d'apprendre à finalement étouffer un petit peu ses besoins de proximité. Ça peut être aussi le cas si t'as dû prendre des responsabilités très très jeunes, ou que t'as été obligé de grandir très vite, ou t'as été confronté à des événements auxquels normalement les enfants ne devraient pas être confrontés. Et donc c'est comme si finalement ton enfance était un petit peu interrompue et que t'étais un peu obligé d'être propulsé dans la vie adulte prématurément. Et ce que j'observe, c'est que cette hyper indépendance, le fait de tout faire seul, etc., peut aussi émerger et émerge souvent davantage
j'ai l'impression en tout cas de mes observations bien sûr, chez les premières de famille, c'est-à-dire les grandes sœurs, qui finissent un peu par devenir soit le troisième parent, soit le deuxième parent dans les familles monoparentales. D'ailleurs ça a toujours été une blague que j'étais le père à la maison, étant donné que j'ai grandi seulement avec ma mère. Donc c'était un peu la blague qui en réalité était un peu véridique. Quand il y a une dynamique comme ça qui se crée, naturellement, l'enfant prend un petit peu cette posture de j'ai des responsabilités, je dois le faire seul, parce qu'en l'occurrence, j'ai peut-être pas toujours le choix. Et finalement, j'apprends à ne compter que sur moi-même. C'est aussi le cas quand il y a eu beaucoup de déceptions, peut-être. De je demande, mais je me rends compte que je reçois pas. Je demande de l'aide, mais c'est pas possible. Je dis que ça va pas, mais on m'écoute pas. Si on regarde un petit peu le mécanisme qui se crée suite à ça, le système nerveux de l'enfant va rentrer en mode survie, parce que en fait, ses besoins, qui sont des besoins vitaux, en l'occurrence de proximité, de se sentir entouré, soutenu, de recevoir de l'attention, ces besoins ne sont pas comblés. Et donc ça représente un vrai danger pour le tout petit. Et du coup, pour survivre, l'enfant va comme étouffer justement ses besoins de proximité, d'affection, d'écoute, d'aide. Et il va comme se barricader en fait derrière une façade impassible que maintenant on t'appelle indépendance, force, etc. Mais en fait, derrière la façade, le système nerveux est toujours activé. C'est-à-dire, il y a toujours beaucoup d'activation, peut-être d'anxiété, etc. Mais juste, il y a une façade très froide, très calme, impassible, qui fait qu'en fait, les personnes externes ne remarquent pas qu'il y a un problème. Parce que l'enfant, ou peut-être l'adulte que t'es devenu, a l'air ultra sous contrôle. Tout va bien, on ne remarque pas une once de stress, de difficultés. Tout a l'air peut-être même facile pour cet enfant ou pour cet adulte. Et donc personne se fait du souci. Personne se dit mais peut-être qu'il y a un problème. Tout le monde se dit ah mais qu'elle est mature. Ah mais qu'est-ce qu'elle se débrouille bien. Ah mais qu'est-ce qu'elle est intelligente. Ah mais qu'est-ce qu'elle est indépendante. Bah oui, ouais, effectivement, c'est vrai. Or, derrière la façade, justement, derrière cette armure, très souvent, il y a beaucoup d'anxiété, de colère, de tristesse. Et en fait, ça crée un petit peu un paradoxe énorme pour la personne qui le vit, parce qu'on comprend pas, d'un côté, on veut pas lâcher cette façade d'impassibilité, parce que c'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, peut-être, mais d'un autre côté, on sent bien qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui joue pas. Il y a quelque chose qui est en conflit. D'ailleurs, c'était mon cas pendant longtemps, j'avais l'impression d'être en conflit contre moi-même. Même par rapport au fait, par exemple, dans mon cas, il y avait un gros conflit, c'était le fait de, à la fois, je faisais confiance à personne, je me disais c'est hors de question que je donne ma confiance à qui que ce soit à nouveau, j'ai besoin de personne, je compte que sur moi-même, etc. Mais en fait, quelque part, je remarquais que j'avais aussi envie d'avoir quelqu'un à mes côtés, que secrètement, je rêvais de me laisser fondre dans les bras de quelqu'un qui soit là pour moi, etc. En fait, c'était complètement en conflit avec la façade que j'avais, pour te donner un exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien beau, maintenant peut-être qu'on comprend mieux qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, le mécanisme là derrière. Je vais te donner 3 éléments, 3 étapes qui vont vraiment t'aider si tu te reconnais dans ce que j'ai dit jusqu'à présent. Attention, j'ai pas la science infuse, c'est pas des étapes qui ont été prouvées scientifiquement, qui ont un tas de recherches qui les soutient, etc. Bien que quand même un peu oui, parce que je me base sur tout ce que j'ai étudié jusqu'à présent, toute la littérature du trauma que j'ai épluché ces 6 dernières années, et surtout je sais ce qui a marché pour mes clientes et je sais ce qui a marché pour moi, donc ces éléments sont basés là-dessus. Premier élément, c'est d'observer les impulsions et le nombre de fois où tu gères tout toute seule, où tu vas gérer seule quelque chose que tu aurais pu déléguer ou pour lequel tu aurais pu avoir de l'aide. Donc juste observer, ça peut être soit l'impulsion de dire ah non mais t'inquiète ça va je vais me débrouiller toute seule, ça peut être la chose pour laquelle tu dis même pas non t'inquiète je vais le faire, mais tu le fais sans même peut-être qu'on te l'ait demandé, parce que tu te dis, bah, ce sera plus rapide si je le fais moi, ce sera mieux fait, de toute façon je fais pas confiance à cette personne pour le faire. Donc juste observer le nombre de fois où ça arrive, et justement les impulsions que t'as à dire, non c'est bon, je le fais toute seule. Et une fois par semaine, déjà juste une fois, choisir un petit truc, une petite chose, où t'acceptes d'être aidé, où t'acceptes de déléguer. Et juste observe ce qui se passe ensuite. Tu vas sûrement avoir l'impulsion de corriger la personne qui est en train de faire la chose, de dire que c'est pas comme toi tu l'aurais fait, que tu l'aurais mieux fait, et en moins de temps, et de manière plus efficace, si tu l'avais fait seul. L'idée, c'est pas de changer quoi que ce soit, pour l'instant, c'est juste d'observer ce qui se passe. Parce que quand ça fait des années que tu fonctionnes comme ça, c'est tellement devenu aussi un automatisme que tu y réfléchis même plus. Et donc, plus les jours passent, plus tu t'enfonces dans ce mécanisme. Donc là, pour l'instant, on essaie juste d'observer ce qui se passe. Première chose. Deuxième chose, observer tes parties. Donc là, on va un cran plus profond. Parce que tu vas réaliser qu'en fait, tu as différentes parties, comme je t'ai dit. Et c'est là qu'on va commencer à observer que certaines parties sont peut-être en conflit avec d'autres. Ou que certaines parties sont blessées. Et d'autres essayent de les protéger. Donc tu as peut-être la partie qui veut s'assurer de ne plus jamais être blessée, de ne plus jamais être déçue. Et c'est peut-être celle qui dit, hors de question qu'on lui refasse confiance. On peut pas leur faire confiance. Ils sont tous les mêmes, etc. Donc juste observe les parties et observe ce qu'elles disent. Tu verras que tu as plusieurs comme voix, entre guillemets, dans ta tête,
sache que c'est normal. À part ça, on a tous plusieurs voix, plusieurs parties qui s'expriment. C'est totalement normal. C'est toute une approche qui a été fondée là-dessus, qui est maintenant très connue, qui a fait ses preuves, qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, si ça t'intéresse. Donc observe justement tes parties, peut-être celle qui a envie de se reposer sur quelqu'un, celle qui aurait envie de pouvoir avoir du soutien, se sentir comprise, entendue, celle qui est tellement triste de jamais avoir pu le faire ou de jamais avoir eu le soutien dont elle aurait eu besoin. Et encore une fois, on n'essaie pas de changer ces parties, on essaie pour l'instant juste de les observer. Et si tu veux aller plus loin dans cet exercice, les remercier. C'est-à-dire comme, imaginez, tiens déjà, est-ce que cette partie peut-être qui ne veut plus jamais être déçue, la partie de toi qui veut plus jamais être déçue, à quoi elle ressemble? Comment tu l'imaginerais? Et ensuite, est-ce que tu peux juste prendre un temps pour lui dire merci d'être là, en fait, je vois que t'essayes de me protéger, en fait, quelque part, t'essayes de faire en sorte que je vive plus jamais ce que j'ai peut-être vécu dans le passé. Et donc juste de remercier chacune de ces parties, même si elles sont en conflit entre elles, même si certaines d'entre elles, t'en as marre d'elles, tu te dis mais si elles pouvaient disparaître, ce serait mieux. Non, juste pour l'instant, les observer et si tu veux aller plus loin, imaginer à quoi elles pourraient ressembler et les remercier. Deuxième chose. Et troisième chose, tu vas pas du tout apprécier, je te dis déjà, autant inconfortable que ce soit, il va falloir chercher du soutien. Et petit à petit s'exprimer. Attention, ça veut pas dire que t'as un gros problème et que je t'envoie chez le psy parce que t'es névrosé ou je ne sais quoi. Récemment, j'ai une amie qui a été chez une psy et la psy elle lui a dit Madame, vous êtes névrosée. Enfin, je sais pas qui parle encore de cette manière en 2026. C'est tellement violent de dire ça à quelqu'un, donc voilà. Bref, je sais pas ce que je vais te dire. Mais juste chercher du soutien. Déjà autour de toi, si c'est possible. Des personnes avec qui tu te sens en confiance, une amie, ou bien, si t'as les deux, encore mieux, quelqu'un qui peut t'accompagner vraiment, qui est professionnel dans ce domaine, donc un thérapeute, un psy, un praticien avec qui, attention, tu te sens en confiance, tu sens qu'il y a un vrai feeling avec la personne, et tu te sens en sécurité. C'est la première chose. Parce que c'est ce qui va changer la donne, c'est le fait de te sentir en sécurité dans le lien avec l'autre. Et attention, parce que le point, c'est que, étant donné que t'as tellement l'habitude de te débrouiller seul, probablement que ça va être davantage inconfortable d'aller vers l'autre plutôt que de rester seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le challenge, c'est de rester dans la relation, que ce soit avec une personne autour de toi ou avec un thérapeute, etc. Même quand t'as l'impulsion d'arrêter, tu vois ce que je veux dire? Et donc d'avoir un petit peu au mieux les deux, c'est-à-dire des relations amicales dans lesquelles tu te sens vraiment bien et dans lesquelles tu peux commencer à parler de ce que tu ressens toi, et pas juste de ce qui se passe autour de toi, de ce que tes enfants, ton mari, ta cousine, ta mère ressent, mais ce que toi, en fait, tu ressens, d'en parler un peu. Commencer juste à mettre des mots dessus, il n'y a pas besoin de faire une psychanalyse de ce que tu ressens, juste mettre des mots sur ce qui se passe pour toi, ici et maintenant. Donc d'un côté ça, et de sentir le soutien que tu as autour de toi, les personnes bienveillantes qui sont à tes côtés, et ou, à côté, faire le travail un peu de fond, avec un thérapeute qui puisse t'accompagner. Le mieux, ce serait quelqu'un qui travaille avec le corps, avec le système nerveux, et quelqu'un qui va pas te dire racontez-moi ce qui s'est passé pendant votre enfance. Enfin non. Et pas quelqu'un qui te pousse à analyser non plus davantage la situation, parce qu'à mon avis, t'as déjà beaucoup de pensées. Si je me trompe pas, ton cerveau il tourne déjà à 1000 à l'heure, donc en rajouter une couche, en essayant d'analyser dans les moindres détails ce qui s'est passé pendant ton enfance, par exemple, ça va pas beaucoup t'aider, à mon avis. Ça va juste te faire te poser encore plus de questions, avoir l'impression que t'as un problème et je ne sais quoi d'autre. Trouve plutôt quelqu'un qui travaille avec le corps. Pour moi, la méthode et l'approche qui a le mieux fonctionné et à laquelle je me forme en ce moment, c'est la somatic experiencing. C'est une méthode qui travaille justement avec le corps, avec le système nerveux, pour libérer le traumatisme par le corps, mais c'est vraiment une méthode qui est très douce. Justement, on va jamais aller te demander de raconter ton traumatisme et je ne sais quoi. Donc voilà les 3 éléments que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour commencer un petit peu à avancer là-dessus. Si d'ailleurs tu as envie de tester la somatic experiencing, peut-être que je mettrai en légende, si j'oublie pas, la liste des thérapeutes en somatic experiencing. Comme ça, tu peux en trouver autour de chez toi. Ou si tu veux tester avec moi une séance, évidemment, c'est possible aussi. Tu trouveras le lien dans la légende également. Mais vraiment, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que t'es pas seul à vivre ça. Je te promets, t'as pas besoin de tout porter seul. Il y a une issue, il y a une manière de travailler avec ça. C'est pas pour autant que t'es cassé non plus, parce que je sais que peut-être t'as une tendance aussi à avoir un problème et à te dire ah bah voilà j'ai un problème, je suis cassée. Non, t'es pas cassée, t'es brillante. Cette stratégie d'hyper-indépendance, c'est la meilleure stratégie que ton corps ait trouvée à un moment X pour pouvoir répondre à un certain danger ou à une certaine situation. C'était une réponse ultra pertinente, une stratégie hyper intelligente. Donc peut-être que j'aurais dû la mettre en étape 0, donc je vais te la donner maintenant. Est-ce que tu peux juste prendre un moment maintenant, juste pour peut-être mettre une main sur ton cœur, fermer les yeux, très bien, prendre une grande inspiration, et à l'expiration te dire
merci et tu rajoutes ton prénom. Ou merci moi-même, selon ce qui résonne le mieux. Merci d'avoir trouvé en fait la meilleure stratégie possible face à une situation que j'aurais jamais dû vivre en tant qu'enfant, mais que j'ai vécu quand même, à laquelle j'ai survécu, même brillamment en réalité. C'était la meilleure des options possibles. C'est vraiment important pour moi parce que si tu commences à t'en vouloir et du coup à te dire ah bah voilà c'était un problème, pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Non, en fait c'est arrivé comme ça parce que t'avais pas de choix, justement. C'était pas un choix d'être forte, c'était pas un choix d'être hyper indépendante. T'as été obligée. Et si ton système nerveux, si ton corps a choisi cette stratégie de survie, d'hyper-indépendance, d'avoir besoin de personne, de ne compter sur personne, de ne jamais redonner sa confiance, pour traverser la situation difficile à laquelle il était confronté, c'est que c'était la meilleure option. Ça me paraît important, et c'est important, de réaliser ça et du coup de prendre un temps pour te remercier. Première chose, face à ces réponses de survie, c'est pas d'essayer de les changer, c'est pas d'essayer de réguler son système nerveux, c'est de les respecter et de réaliser que c'était les stratégies les plus pertinentes que tu pouvais trouver. Donc prends un moment pour te remercier, prends même un moment peut-être aujourd'hui ou dans la semaine, juste 5 minutes si c'est quand tu bois ton café le matin, au lieu de te réfléchir à ta journée, ce que tu dois encore faire, ce que tu as oublié de faire, etc. Juste pour te dire, mais en fait, je suis vivante. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et 2, mon corps a trouvé la solution la plus intelligente à ce moment-là. Et j'en suis reconnaissante. Et à partir de là, on peut commencer à changer les choses. Prends ce moment maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnue, je te serais ultra reconnaissante de mettre un petit like, de t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et de me dire en commentaire qu'est-ce qui a le plus résonné. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin et que t'as des pensées incessante, ton cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, qui s'arrête jamais, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ton cas. J'ai fait une série de 2 vidéos sur le sujet, je t'invite vraiment à aller les voir. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.